takes a lot to complete a pass against Wade, and Dotson was up to that moment. They try to get it to him, one-handed grab, and he walks in, back-to-back highlight plays from Dotson, and Penn State still showing some fight. Wow. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball, une 154e édition consacrée donc à la troisième semaine de saison régulière de college football, avec au programme les débuts gagnants de Donte Williams à USC, des Clemson Tigers inquiétants offensivement, ou encore Oklahoma State de nouveaux vainqueurs sur le fil du rasoir. Tout ça sans oublier notre chronique draft hebdomadaire avec notre top 5 du moment et notre joueur hot de la semaine, ainsi que le yearbook qui fera la part belle à la saison 2003 avec de la polémique et des félins renversants pour revenir sur le toit du monde 45 ans plus tard. Pour aborder ces sujets en ma compagnie, le fondateur et rédacteur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tout le monde. Voilà, Morgan qui te fait l'honneur d'être avec nous en ce jour d'élection au Canada, oui. Et ça c'est vraiment c'est dire comment le podcast Vault tient une part prépondérante en Amérique du Nord. On l'a libéré exprès pour cette occasion. Plus sérieusement, on va commencer à aborder tout de suite, Morgan, cette troisième semaine de saison régulière, avec notamment un focus sur la Pac-12 et sur USC. Puisque c'est, en l'occurrence, c'était pas forcément le match le plus hot du week-end, Morgan, mais c'est forcément l'actualité marquante de la semaine dernière. On avait abordé lundi dernier donc cette défaite un petit peu humiliante malgré tout USC à domicile face aux voisins Stanford. Je crois que le score était de 42-28. Comme les choses sont bien faites du côté de la direction athlétique de Southern California, on a attendu le mardi, lendemain de l'émission, donc pour licencier Clay Helton. Alors c'est pas une sensation en soi que son départ soit officialisé, hein. C'est un joueur qui a longtemps été un coach qui a longtemps été sur la sellette, arrivé du côté de USC en 2015. Mine de rien, il aura peut-être tenu plus longtemps que prévu. Ouais. Mais voilà, c'était presque entre guillemets l'occasion rêvée pour la direction athlétique, puisqu'on sait qu'au moindre faux pas, de toute façon, la porte n'était pas très très loin. Même s'il est faux pas, il en avait quand même accumulé certains depuis quelques temps. Mais 46-24 le bilan global à USC. Voilà, son bilan global est pas si mauvais que ça. Il y a 46-24, il y a un titre de conférence, il y a une victoire au Rose Bowl, on se souvient ce fameux match face à Penn State. Donc c'était pas si mauvais, mais il y avait pas il y avait pas de participation en play-off, et ça c'est terrible, parce que c'est un programme historique, mythique. Vous nous entendez parler souvent dans le yearbook d'aujourd'hui d'ailleurs, on va en parler de USC notamment. Crois, ouais. Donc le problème, c'est que il semblait y avoir un plafond, on va dire, pour Clay Helton, et ce qu'on voulait, c'est passer la vitesse supérieure. On veut revoir USC, en tout cas du côté de Los Angeles, on veut revoir USC dominer dans la Pac-12 et être régulièrement en play-off. Et ça, on n'avait pas l'impression que Clayton pouvait être celui-là, parce qu'il était très aimé de ses joueurs, peut-être même un peu trop aimé de ses joueurs, disent certains. Donc il manquait ce petit quelque chose qui fait que on avait l'impression qu'on passerait pas un cap. Est-ce qu'on n'est pas dans le même cas de figure qu'avec Ed Orgeron, justement, qui avait marqué des bons points à USC en 2013, hein, quand il remplace, je crois, Lane Kiffin au pied levé, où il fait en effet quelques bons mois, et finalement, peut-être aussi parce qu'à USC c'est différent, on a besoin de glamour avant tout. On se dit c'est pas la peine, et enfin en tout cas on a besoin d'un nom peut-être un peu plus ronflant. Ceci, je pense, qu'il a beaucoup joué contre Helton, et quand on voit qu'Ed Orgeron a été champion avec LSU quelques années après, on peut se poser des questions sur cette politique. Mais en tout cas, ça nous amène un petit peu au candidat, au successeur annoncé, hein, parce que je l'ai dit, Donte Williams, qui était l'assistant head coach de Clay Helton, a pris le relais. On parlera rapidement tout à l'heure de la prestation de USC du côté de Washington State. Il y a la question des successeurs maintenant qui se pose. A priori, tu me diras si tu as entendu autre chose, il y a 3 noms qui semblent revenir avec insistance. On parle de Mario Cristobal à Oregon, de Luke Fickell à Cincinnati
et d'un nom qui revient quand même assez souvent maintenant depuis pas mal d'années, James Franklin de Penn State. Tout à fait. C'est les trois candidats qui semblent être les mieux placés parce que d'abord ils ont très bien réussi ces dernières années dans leurs programmes respectifs. Et effectivement, il y a peut-être pas le côté glamour qu'on recherche. Il y a un nom dont on parle depuis 24 heures qui a lui pour le coup un gros côté glamour. On en parlera peut-être dans quelques secondes, mais effectivement il y a peut-être pas le côté glamour, mais par contre il y a la réussite, il y a des recrutements qui sont exceptionnels, notamment Mario Cristobal et James Franklin. Hein, la promotion 2022 de Penn State s'annonce absolument énorme, notamment. Ça joue en leur faveur. Lufikel a très très bien réussi du côté de Cincinnati. Est-ce que le poste de USC qui est quand même très attirant, hein, on va pas se mentir, ça reste quand même un des gros programmes au niveau NCAA. Est-ce que la situation actuelle de ce programme va faire en sorte qu'ils vont accepter de lâcher le programme qui dirige actuellement? On voit que Mario Cristobal, il est juste en train de récolter les graines qu'il a semées, donc on a l'impression que c'est peut-être un peu tôt pour lui. James Franklin est peut-être celui c'est peut-être vers lui que j'irais, que mon choix se ferait, quoi. Ouais, en effet, ça me paraît un compromis assez intéressant parce que Luke Fickell, on sait qu'il a été dans le coaching staff d'Ohio State, mais il n'a pas une énorme expérience dans un gros programme. Ouais. C'est vrai que Mario Cristobal, en l'occurrence, quittait Oregon pour USC. Maintenant qu'Oregon domine quand même chaque saison les Trojans, je ne sais pas si ce serait pertinent, au-delà, bien entendu, de la question des émoluments, pardon. Exact. Où là, forcément, du côté du USC, on peut peut-être tenter de le séduire avec ça. Maintenant, oui, c'est vrai que James Franklin apporte peut-être ce petit compromis. Après, on ne sait pas s'il va pas y avoir d'autres noms. Hein. Matt Campbell, par exemple, d'Iowa State, ça peut être un nom intéressant. Exact, Matt Campbell d'Iowa State, même si on commence à avoir l'impression que Matt Campbell pourrait être un coach sur le long terme du côté d'Iowa State, un peu comme une légende qui resterait pendant 15-20 ans. On a l'impression qu'il s'installe quand même beaucoup du côté d'Iowa State, quoi. Mais pour Mario Cristobal, c'est sûr que... Et puis il y aura la pression de Nike, hein. Faut pas oublier que c'est effectivement, si USC peut payer, Nike aussi peut payer du côté d'Oregon. Ça pourrait quand même, là on voit que ce programme est enfin arrivé à ce qu'il recherchait, c'est-à-dire d'être un concurrent pour les playoffs. Ce serait vraiment très dommage du côté d'Oregon qu'on laisse partir Mario Cristobal. Puis tu sais qu'on a entendu depuis 24 heures un autre nom. Vas-y, dis-moi. Deion Sanders. Oh là là. Là pour le coup on aura du côté glamour là. Ah ouais, mais alors franchement, si ça joue aussi bien que l'attaque de Jackson State ce week-end, faut avoir du spectacle un peu du côté de Los Angeles. Non, j'y crois pas trop, mais c'est vrai que si le côté glamour prend le dessus, ça pourrait être un candidat. Faut qu'il attende un peu et il peut peut-être trouver un poste à Florida State aussi. Mais bon, au-delà des rumeurs, on va aborder ce chapitre consacré à la Pac-12 avec donc ce déplacement du USC du côté de Washington State. C'était, sauf erreur de ma part, la seule confrontation intra-Pac-12 de cette troisième semaine de saison régulière. On attendait de voir un petit peu ce qu'allait donner ces Trojans New Look. Ça s'est bien passé au final, malgré un début un petit peu tumultueux, notamment la blessure de Kedon Slovis. Mais finalement, USC s'impose avec la manière, malgré tout, du côté de Wazoo. Alors, on peut peut-être relativiser, mais en tout cas, on a vu des bien meilleures choses du côté de USC. Bien meilleures choses du côté de USC, essentiellement dans les airs encore. Hein, c'est vrai que on va peut-être y revenir, mais voilà, il y avait cette blessure de Kedon Slovis, et là on se disait, là tout s'effondre encore une fois pour USC qui sortait d'une lourde défaite face à Stanford. On lance Jackson Dart, qui est un jeune quarterback freshman très prometteur, mais qui n'avait encore jamais joué au niveau NCAA. Et écoute, dont la cote est montée en flèche d'ailleurs. Là, c'est impressionnant. Non, 30 Dart flèche. Pardon. Excuse-moi. Mais c'est vrai. Je t'ai même pas suivi sur ce coup-là. Oui, effectivement. Non, mais c'est pas grave, t'as raison. Reste droit dans tes bottes. Bon, alors, ok. 30 sur 46, notre ami Jackson Dart. 391 yards. 4 touchdowns. Alors, 2 interceptions, dont notamment une qui est vraiment une interception de freshman. Mais au final, cette équipe était menée 14-0 au début du deuxième quart-temps et ils ont aligné 45 points face à Washington State. Plutôt impressionnant, et on a vu qu'il y avait une connexion notamment qui s'est développée. Alors évidemment, Drake London a encore fait un festival avec 13 réceptions, 170 yards, 2 touchdowns, mais on a vu un Gary Bryant Jr. qui a été très bien utilisé également. Donc ça peut être intéressant. Le seul problème que je vois,
48 yards de sol, quoi. Et ça, à un moment donné, ça va les rattraper, je pense. À un moment donné, ça va les rattraper. Après, c'est un peu ce que tu disais. C'est vrai que Washington State, tu te rends rapidement compte que du coup, contre la passe, ils sont très rapidement exposés. Peut-être qu'aussi du côté du USC, on s'est dit l'essentiel, c'est peut-être de se rassurer et justement de donner un petit peu la main chaude à un joueur qui est pas toujours titulaire, quitte à négligé entre guillemets un petit peu le jeu au sol, qui aura peut-être d'autres occasions de briller, mais là face à Washington State, c'était un peu trop facile de les avoir dans le domaine aérien avec tu disais, cet écart assez monstrueux et ce score de 38-0 notamment sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. Exact, meilleur coureur sur ce match, Jackson Dart, 32 yards. Les autres news importantes dans la Pac-12, alors la semaine dernière je disais que UCLA était le grand gagnant presque sans avoir joué au niveau du Sud. Il continue de se passer des choses au Sud, parce que du coup, une semaine après avoir été en plein doute et après avoir licencié son coach, USC a peut-être fait la meilleure opération dans le Sud, parce que c'est le seul programme en l'occurrence qui s'est imposé ce week-end dans la division, avec notamment trois programmes qui ont trébuché de manière plus ou moins inattendue, hein. On va détailler un petit peu, parce que Arizona State avait un match très piégeux du côté de BYU et s'incline 27-17, non sans avoir offert sur un plateau des opportunités aux Cougars. Tout à fait. Je détaille un petit peu, après tu nous résumeras un petit peu ce que toi t'en as retenu. Utah qui s'incline en prolongation contre San Diego State 33-31, et puis surtout UCLA qui s'incline à domicile contre Fresno State, défaite 40-37. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, ou en tout cas, qu'est-ce que tu retiens de ces trois faux pas qui profitent du coup aux Trojans dans l'optique de cette division sud? Ce qu'on peut retenir, c'est que UCLA n'est pas encore un grand programme de la Pac-12. C'est vrai qu'il y a eu défensivement, en tout cas, c'est chaud. Ils sont tombés sur un Jack Heiner qui était quand même assez héroïque, notamment en fin de match, mais tout à fait, avait blessé à l'épaule en tout cas. Ouais, tout à fait. Même c'était la hanche, l'épaule, enfin tout le côté gauche était en mauvais état, on va dire. Et il réussit 2 derniers drives assez hallucinants. Il finit avec 455 yards à la passe. Ça c'est assez du côté du UCLA, la défense aérienne a été très perméable, on va dire. On n'a pas vu un mauvais Dorian Thompson-Robinson sur l'ensemble du match. Il fait encore 3 passes de touchdown. Ils ont même le jeu au sol n'était pas bon, c'était un peu unidimensionnel en l'occurrence. Exact. Ils pensaient avoir d'ailleurs fait le plus dur en réussissant à repasser devant à 54 secondes de la fin. Mais voilà, la défense a été incapable de stopper les Bulldogs de Fresno State, donc emmenés par Jack Heiner. C'est une défaite 40-37 qui fait vraiment mal, parce qu'ils avaient très bien démarré, une belle victoire face à LSU. On se disait que peut-être, ça y est, UCLA était parti pour jouer les premiers rôles dans la division sud. Alors, étant donné que tout le monde a perdu, finalement, c'est pas si grave que ça, on peut dire, pour l'aspect de la division sud. Mais voilà, là maintenant, on retrouve une équipe de UCLA qui a beaucoup de difficultés à enchaîner les victoires. Et c'est ce qui est un peu décevant, parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient franchi un cap, qu'ils étaient beaucoup plus disciplinés. On voyait en tout cas plus de choses qu'ils nous laissaient le penser après les 2 premiers matchs. Là, ils retombent un peu dans leur travers, c'est un peu dommage. Ouais, Fresno State, attention à surveiller. On rappelle, c'est une équipe qui avait posé beaucoup de problèmes à Oregon. Exact, tout à fait. Et si Oregon va en playoff et que Fresno perd pas d'ici la fin de la saison, ça peut être un programme à suivre de près dans l'optique d'un bowl du Nouvel An. Hein. Je suis complètement d'accord, effectivement. Fresno. On va voir comment se comporte la Pac-12, mais en l'occurrence, c'est pour les 4 premières semaines en l'occurrence qu'ils avaient joué lors de la Week 0. Ouais. C'est assez séduisant ce qui monte notamment offensivement. Ouais, c'est pas trop séduisant. Par contre, la performance des Sun Devils d'Arizona State du côté de Provo, écoute, 4 turnovers, 16 pénalités. Bon, Herman, alors il a perdu la main, j'ai l'impression. Là, ça a été, écoute, ils sont tombés sur un Jaren Hall qui était encore très très bon, malgré 2 interceptions. Il fait encore 2 passes de touchdown. Et il y a eu quelques big plays défensifs, une victoire 27-17. On a vu notamment ce super jeu défensif de Allgeier. Je ne sais pas si tu l'as vu, le running back, qui a été rechercher le ballon alors après que les Cougars l'aient perdu offensivement. C'était assez spectaculaire. Et finalement, Brigham Young, écoute, il tape de la Pac-12, hein, parce qu'ils en sont à 3 matchs cette année, 3 victoires contre des équipes de la Pac-12. C'est assez spectaculaire. BYU et Fresno, c'est entre guillemets, ça aurait pu être des chasseurs de Pac-12, hein, parce qu'encore une fois, Oregon, ça s'est pas joué à grand chose. Exact. Mais BYU, 2 équipes à la maison et 2 victoires face aux des problèmes de la conférence, donc ça confirme un petit peu. On était un petit peu inquiet avec leur prestation d'entrée contre Arizona. Là, manifestement, ça a l'air quand même de se remettre dans le bon sens du côté de Brigham Young. Par contre, que ce soit du
du côté d'Arizona State et d'Utah à San Diego State. Problème de quarterback. Alors, Jaden Daniels est resté jusqu'au bout à Arizona State malgré le rendu un peu compliqué. Par contre, Charlie Brewer à Utah, ça a été compliqué. Hein. Ça a été très très compliqué. 104 yards en 14 passes. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, ça n'a pas été beaucoup mieux en termes de moyenne de yards par passe pour Cameron Rising, mais il a réussi 3 touchdowns. Donc, ça fait toute la différence. Et on a peut-être vu effectivement un passage de relais entre les deux, parce que Cameron Rising a donné un peu plus d'élan à l'attaque de Utah, notamment parce qu'il gagne des yards au sol, hein, Cameron Rising. Et ça, c'est une grande différence avec Charlie Brewer. Écoute, défaite qui fait mal après 3 prolongations. C'est sûr que on savait que l'attaque de San Diego State allait être très très costaud au sol, et ça a été encore le cas avec plus de 200 yards au sol. Écoute, Utah, hein, on en parlait à un moment donné pour le titre de conférence. Ils ont pas encore joué de match intra-conférence, si je me trompe pas, mais ils ont un bilan de 1-2. Ça commence à devenir urgent. Oui, ça va falloir qu'ils cravachent dans les confrontations intra-conférence. En tout cas, oui, s'ils finissent champion de la Pac-12, c'est pas dit que le champion de la Pac-12 soit en play-off. Je suis d'accord avec toi. Ah non, ça commence à être compliqué. Je me demande si c'est pas la première prolongation, enfin en tout cas dans des matchs importants, qui est vraiment jugée par une conversion à 2 points, sur la nouvelle règle des prolongations. Je crois que tu as raison, effectivement. Oui, parce que c'est vrai que le score est un peu étriqué en prolongation. C'est un match que personne n'a voulu gagner. Hein. Je crois qu'il y a 2 field goals manqués, notamment en prolongue. Exact. Donc mais on en parlera. Il y a eu d'autres field goals manqués de manière assez dramatique en fin de match dans d'autres rencontres. Ça, c'est au niveau du sud. Au nord, pas grand-chose à dire, à part notamment les succès de Stanford à Vanderbilt et d'Oregon à Fresno State. A priori, les 2 programmes qui semblent le plus fringants dans cette division. Washington a enfin lancé sa saison en écrasant Arkansas State à domicile. On passe à la... Oui, juste pour finir, la Pac-12, c'est inquiétant, leur bilan dans les matchs, dans les confrontations hors conférence générale, 16-16. Et ils ont 10 défaites contre des équipes en dehors du Power 5. Après 3 semaines. C'est assez épouvantable. Ouais. Bon, il y a eu une longue traversée du désert pour la Pac-12, parce qu'en l'occurrence... Ça avait l'air un peu plus fringant cette année dans le sud. Bon, on voit que c'est pas tout à fait rassurant non plus, mais il y a eu des saisons bien plus dramatiques que ça dans mon souvenir et dans un passé plus ou moins récent. On passe à la conférence SEC. Du coup, on va forcément parler de cette confrontation du côté du Swamp entre Florida, classé numéro 11, et Alabama, classé numéro 1. Victoire du Crimson Tide, 31-29. Morgan, rencontre un petit peu à double visage du côté d'Alabama, c'est-à-dire qu'on a eu un début de match hyper conquérant qui a permis notamment aux joueurs de Nick Saban de s'assurer un petit confort, un petit matelas en tout cas qui leur a été bénéfique en fin de rencontre. Pourtant, paradoxalement, le coach du Crimson Tide qui n'a pas été très satisfait à la fin de la rencontre, notamment parce que Alabama a permis à Florida de se remettre dans le bain. Lui pointe notamment du doigt des erreurs mentales, on va dire défensives. On sait qu'ils ont beaucoup été piégés dans les zones intermédiaires, notamment par Emory Jones, sachant que Anthony Richardson était blessé de mémoire. Donc du coup, il y avait que le quarterback numéro 5 des Gators, et on n'est pas passé loin du côté de Florida d'éventuellement ne serait-ce qu'arracher une prolongation. Qu'est-ce que tu retiens toi, cette première partie de rencontre où Alabama a été extrêmement fringant, ou en effet cette deuxième partie où peut-être aussi inconsciemment on a levé le pied, on a failli se faire un petit peu piéger par cette équipe des Gators? Eh bien, écoute, comme dirait Jim Carrey dans Dumb and Dumber, there is a chance. Parce que peut-être que finalement, Alabama n'est pas imbattable cette année. C'est ça que je retiens. C'est-à-dire qu'effectivement, après le premier quart-temps et 21-3, on se regardait tous et on disait « Oh là 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 ». C'est parti pour la grosse raclée. Et c'est pas ce que on a vu. Et chapeau à Dan Mullen pour avoir réussi à faire ce plan de match qui a été incroyable, parce qu'ils ont réussi 258 yards au sol contre Alabama, 440 yards au total en attaque, et si on regarde l'historique de Nick Saban avec Alabama, c'est en moyenne moins d'un touchdown, c'est 0.6 si j'ai la stat, 0.6 touchdown sur course accordée en moyenne par match depuis l'arrivée de Nick Saban à Alabama. Les Gators en ont réussi 4 samedi, et c'est peut-être ce qu'on va retenir finalement de ce match, c'est que la défense d'Alabama, qui a d'ailleurs été aussi friable dans les airs, puisque Emory Jones réussit plus de 250 yards à la passe, et bien peut-être que cette défense, ce front seven
qu'on disait peut-être être le meilleur de Nick Saban depuis 4, 5, 6 ans, eh bien, n'est pas si bon que ce qu'on avait imaginé. Alors, il a mis le doigt sur les erreurs mentales. J'ai trouvé que, athlétiquement, physiquement, ils se sont fait sacrément bouger par la ligne offensive des Gators, et c'est ce qu'on peut retenir. Et là, ça ouvre des possibilités, parce que on sait qu'il y a des équipes qui vont être capables de très bien courir, notamment dans la ACC West, et qu'il pourrait y avoir quelques petites surprises, et que Alabama, avec toutes les convictions qu'ils ont, c'est peut-être pas une équipe qui est encore prête à écraser complètement la SEC. Alors ça, c'est le côté très positif, on va dire, de mon analyse. Peut-être que c'était simplement un match sans pour Alabama, et que si Nick Saban va se servir de cette contre-performance, mais qui se solde quand même par une victoire, pour remotiver son équipe, et que ça risque peut-être de faire mal jusqu'à la fin de la saison, avec une équipe d'Alabama qui va être extrêmement concentrée, plus qu'elle ne l'a été, en tout cas samedi face à Florida. C'est ça, entendons-nous bien. Hein. Après, on sait que Nick Saban est extrêmement perfectionniste. On va pas lui reprocher de l'être, surtout dans un match en effet où Florida cumule plus de yards qu'Alabama sur l'ensemble de la rencontre et les différentes stats que tu as abordées tout à l'heure. Attends, voilà, ça reste un match quand même où sur le papier, tu es dans un environnement hyper hostile contre une équipe qui prétend quand même au titre de la conférence SEC. J'aurais été extrêmement curieux de voir ce qu'aurait donné ce match avec la présence d'Anthony Richardson. Puisque je continue de penser, c'est pas ce match, même si Emory Jones n'a pas forcément démérité, c'est pas ce match qui m'a convaincu qu'Emory Jones était la réponse à long terme du côté de Gainesville. Voilà, il y a des choix en effet. Enfin, cette conversion à 2 points avec cette espèce de fin d'option interminable. Voilà, ça en était presque un petit peu caricatural, et bon, c'est un peu le défaut, je trouve, d'Emory Jones par moment. Après, voilà, sur le principe, très franchement. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'Alabama était vraiment à sa main. Il menait 21-0. Enfin, sur les premiers drives, ils étaient vraiment, ils étaient vraiment hyper faciles. Enfin, en tout cas, hyper redoutables. Et je peux pas me dire qu'il n'y a pas eu un relâchement coupable de la part de l'attaque et de la défense sur ce match-là, où on s'est dit ça va passer finalement, en face il n'y a pas grand-chose, et où au final quand Florida s'est rebellé, on a forcément rendu le momentum et on s'est un peu mis les doutes tout seul. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est pas à prendre à la légère forcément, ce sera à surveiller dans l'optique des prochaines semaines, mais bon, ça reste à relativiser quand même. Tu tapes un grand coup du côté de Gainesville malgré tout. Dans une ambiance, comme tu l'as dit, ultra hostile, et c'est aussi un des grands enseignements de ce match, c'est que pour Bryce Young, le freshman, c'était son premier match en déplacement dans un environnement hostile, et il s'en est très bien sorti malgré tout, avec 240 yards à la passe, 3 touchdowns. C'est aussi un des enseignements qu'on peut retenir, et il va grandir, il va grandir avec ce type de performance, et c'est plutôt intéressant. Mais tu vois, Nick Saban, je pense qu'à 14-0, il a tapé une énorme gueulante sur la sideline, je sais pas si tu te souviens. Et on se disait tous, voilà, Nick Saban, il en rajoute ce côté perfectionniste, mais peut-être qu'il avait commencé à voir des petites choses sur le terrain qui lui laissaient penser que son équipe allait être un peu plus en difficulté. Et c'est assez intéressant. Ça va être très intéressant de voir comment cette équipe va réagir, parce que dans 2 semaines, ils ont un match face à Ole Miss qui va être extrêmement, extrêmement intéressant face à l'attaque explosive de Lane Kiffin. Oui, on sait qu'on parle beaucoup de Texas A&M par rapport à Johnny Manziel, mais s'il y a une équipe qui quitte beaucoup Alabama ces dernières années, c'est souvent Ole Miss, que ce soit avec Hugh Freeze ou même avec Lane Kiffin l'année dernière, parce qu'il me semble que vous avez pris quand même un wagon de points, exact. Même si en face il y avait la Lone Dolphins Defense. Ils avaient quand même mis beaucoup en difficulté cette défense d'Alabama qui a été déjà pointé du doigt au cours de ce week-end. On va aller vite sur le reste de la SEC, parce qu'en l'occurrence, hormis Florida, toutes les équipes classées qui jouent à domicile ont gagné, à savoir Texas A&M, Arkansas, Georgia et Ole Miss, respectivement vainqueurs donc de New Mexico, Georgia Southern, Tulane et South Carolina en l'occurrence. On parlera tout à l'heure des équipes classées qui jouent en déplacement, en mettant notamment à l'honneur les équipes qui les ont battu. On passe maintenant à la conférence ACC. Quelques petites choses à dire, notamment la différence de comportement entre North Carolina et Clemson. On avait été très inquiet en première semaine par North Carolina. Morgan, les Tar Heels qui remportent leur deuxième choc, on va dire, de la conférence, voire même de la division Coastal, en battant Virginia 59-39. Dans le même temps, pour Clemson, ça va pas fort dans une autre confrontation intra-ACC.
On a été resté notamment sur leurs 3 points marqués contre Georgia. Visiblement, ils ont pas mal de difficultés contre les défenses géorgiennes. Victoire 14-8 contre Georgia Tech. Qu'est-ce que tu retiens le plus, la renaissance de North Carolina ou forcément cette difficulté offensive de la part des joueurs de Dabo Swinney? On dira un petit mot de l'attaque de North Carolina, mais c'est un peu inquiétant ce qu'on voit du côté de Clemson. Écoute, après 3 matchs cette année, DJ Wagalele a lancé plus d'interceptions que de passes de touchdown. L'attaque des Tigers n'a réussi que 2 touchdowns en 8 quarts-temps contre des équipes du Power 5. J'ai éteint mon téléphone, si vous l'avez entendu. Et puis, écoute, ce qui est très inquiétant, c'est que voilà, on a un jeu au sol qui est inexistant, totalement inexistant, malgré l'apport de Will Shipley, qui a réussi donc le running back true freshman qui a réussi 2 touchdowns. Mais là, on voit que l'apport qu'avait un Travis Etienne sur le jeu offensif de Clemson était énorme. On s'en souvient que souvent, lorsque c'était un peu difficile dans les airs, on donnait le ballon à Travis Etienne et il faisait basculer le match. On n'a plus ça, je trouve, cette année du côté de Clemson. On l'avait d'ailleurs identifié au moment des previews. Ça se confirme avec une performance de la ligne offensive qui est vraiment en grande difficulté depuis le début de la saison. Et écoute, il n'y a pas de big play en attaque, quoi. Il y a très très peu de big play. Voilà, j'avais la stat, la plus longue passe du match face à Georgia Tech, c'est 17 yards. C'est minuscule quand on pense aux années qu'on a vécues avec Trevor Lawrence notamment. Et c'est inquiétant. On parle d'une équipe qui a perdu contre Northern Illinois il y a 2 semaines, quoi. Une équipe qui a perdu contre Northern Illinois, effectivement, et Northern Illinois qui vient de se faire détruire par Michigan. Donc je m'inquiète quand même beaucoup, et peut-être plus inquiet que par la performance, la contre-performance offensive de Clemson, que je suis impressionné de la performance de l'attaque de North Carolina, même si ça a été une renaissance, parce qu'on était très inquiet du côté de North Carolina après le premier match face à Virginia Tech. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a a priori de nouveau un jeu au sol du côté des Tar Heels. On sait que c'était gros point d'interrogation, et c'est aussi ce qui permettait à l'attaque de Chapel Hill d'être hyper impressionnante en 2020. Là, quasiment 200 yards au sol pour Ty Chandler notamment. Bon, c'est sûr que quand le jeu au sol va, Samuel va également. Et puis on voit une nouvelle dimension de Samuel qui effectivement se met à gagner un peu une espèce de mutation à la Trevor Lawrence qu'on avait vu du côté de Clemson lors de ces 2 dernières saisons, où il se met à galoper, à courir. Et ça, c'est sûr que Ty Chandler est très performant, mais avec l'apport dans le jeu au sol de Samuel, ça devient une équipe très intéressante. Et il y a une stat que j'ai vue qui était quand même assez intéressante, c'est que c'est la première fois c'est la première, il y avait eu qu'une seule fois depuis 2004 un quarterback qui avait réussi 300 yards à la passe et 100 yards au sol dans une équipe dans 2 matchs consécutivement. C'était Lamar Jackson. Et bien Samuel vient de le réussir avec North Carolina. Donc c'est assez étonnant. Et Samuel effectivement qui 5 passes de touchdown sur ce match. C'était un gros festival offensif face à Virginia. On le sentait venir parce qu'on avait vu que les Cavaliers avaient été très très bons offensivement depuis le début de la saison, avec notamment donc leur quarterback Brennan Armstrong qui a encore fait 554 yards à la passe. C'est vrai que ça a été beaucoup mieux pour l'attaque de North Carolina, mais la défense va falloir serrer la vis. Bon, contre Clemson, il n'y aura peut-être pas besoin de serrer la vis, tu me diras, mais on verra. C'est pas beau. Et puis on va parler de 3 équipes notamment qui ont trébuché de manière assez surprenante. Alors trébuché, je parle d'upset dans le sens où on avait ou des équipes classées contre des équipes hors du top 25, ou des équipes ou des membres du Power 5, donc contre des équipes du Group of 5. On a notamment Pittsburgh qui s'est incliné à domicile contre Western Michigan 44-41. Quand on parle de bonne défense, j'en rappelle que Pat Narduzzi est un spécialiste défensif à la base. On a la défaite également de Virginia Tech sur le terrain de West Virginia 27-21, et cette débâcle de Miami à domicile contre Michigan State, défaite 38-17. Moi, c'est presque ce qui m'inquiète le plus du côté de Miami, avec encore des problèmes de blessures pour Derek King, et notamment une blessure à l'épaule qui va être scrutée de près au cours de cette semaine. Et effectivement, on retrouve pas, on voit pas en tout cas l'équipe de Miami qu'on s'attendait de voir, avec beaucoup de dynamisme. Il y a quand même beaucoup de playmakers dans cette équipe. C'est pas ce qu'on voit du tout. On voit une équipe qui fait beaucoup d'erreurs, encore 2 turnovers dans ce match. Et puis une équipe qui s'est fait marcher dessus littéralement par le jeu au sol de Michigan State.
Offensivement, ça va pas très bien, pas aussi bien qu'on l'aimerait. Ils font quand même 440 yards dans ce match, mais défensivement, ils se sont fait marcher dessus, quoi. Marcher dessus, comme tout le monde un petit peu, je dirais, depuis le début d'année, face à Kenneth Walker de Third, qui a encore été remarquable sur ce match, 172 yards. Mais on a vu que dans les airs, ils ont souffert avec la connexion, notamment Peyton Thorne, Jalen Naylor. Et il y a aussi Jaden Reed qui est là au poste de receveur. Finalement, Michigan a beaucoup souffert, mais on voit que Mel Tucker fait un très très beau boulot du côté de Michigan State. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Ouais, ils arrivent en tout cas à trouver un très bon équilibre en attaque, et en effet c'est très très bon augure. On va voir, parce que c'est sûr que Northwestern et Miami c'est déjà des bonnes prestations en soi, mais ça a l'air d'être contre deux équipes en plein doute en ce début de saison. Mais en effet, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Par rapport à ça, juste un petit mot pour terminer sur la CC. On est un petit peu obligé de le faire, mais Florida State notamment qui prend une débâcle du côté de Wake Forest. On va pas se répéter chaque semaine, mais déjà 0-3 pour Florida State, qui a pas joué Clemson, qui a pas joué Florida, qui a pas joué Miami. Dur. Ça va encore être une longue saison, et bon, je veux pas m'acharner sur Mike Norvell, dont c'est seulement la 2e année, mais il y a aussi une question de contenu. Hein. Ça commence à se sentir le sapin. Très sincèrement, on voit qu'il réussit pas à avoir l'adhésion de son groupe, il réussit pas à remotiver, à réénergiser, redynamiser cette équipe. On avait cru voir face à Notre-Dame que peut-être le jeu au sol allait se mettre en place, et on voit que c'est encore très difficile. Il y a des hésitations entre est-ce que je mets Jashon Corbin, est-ce que je mettrais Sean Ward. Dans le jeu aérien, c'est encore décevant. Mackenzie Milton, on le savait que ça allait être difficile pour lui de garder le rythme sur tout un match. C'est ce qui se produit. 2 interceptions dans ce match face à Wake Forest, et une débâcle effectivement, 35-14 du côté des Demon Deacons, qui sont la seule équipe de l'ACC avec Boston College avec un bilan de 3-0 quand même. Oui, à surveiller en effet. Je sais pas trop. Bon, je sais pas si le calendrier a toujours été démentiel en l'occurrence. Je sais que Boston College a eu beaucoup de cupcakes. Ouais, tout à fait. Boston College, mais ça va. Ouais, non, ça va être à confirmer en tout cas. Ça a l'air d'être des 2 gros outsiders. Parce qu'on sait par exemple NC State a perdu assez lourdement à Mississippi State il y a pas longtemps. Donc c'est vrai que ça peut être 2 adversaires assez notables des Tigers au cours de cette campagne 2021. On en vient à la Big Ten dont on parlait il y a quelques secondes avec la victoire de Michigan State, parce que ça continue de s'agiter dans la division Est, Morgan. Quasiment que des équipes qui se sont imposées. On va parler de l'autre équipe tout à l'heure par le biais du Group of Five, celle qui a perdu en l'occurrence, mais on a donc que des équipes qui se sont imposées cette semaine, avec notamment des succès marquants ou extrêmement convaincants. On a parlé de la victoire de Michigan State du côté de Miami. Tu soulignais tout à l'heure le nouveau récital offensif du jeu au sol de Michigan contre Northern Illinois, victoire 63-10. Et on a Penn State également qui s'est imposé à l'usure dans un match extrêmement intense face à Auburn, 28 à 20. C'est à mettre un petit peu en parallèle avec la victoire d'Ohio State, 41-20 contre Tulsa. Victoire pas forcément étonnante, en tout cas une victoire pour se remettre dans le bon sens, avec notamment un énorme Trevion Henderson au niveau du jeu au sol. Mais on commence à se poser la question de savoir si Ohio State n'est pas vraiment en danger dans cette Big Ten Est. On avait parlé notamment des interrogations autour de la défense la semaine dernière. Le fait de voir que à côté on a quand même des programmes qui ont l'air de se mettre en évidence, plus Penn State, de par les références qu'ils ont depuis le début de la saison, a forcément donné plus de mérite par exemple à Penn State qu'à Michigan, qui n'a pas non plus joué des foudres de guerre depuis le début de l'année. Mais en tout cas, ça peut être une division beaucoup plus disputée qu'il n'y paraissait en début d'année. Tout à fait, et c'est vrai que la défense de Ohio State est encore très inquiétante. Ils ont encore accordé 428 yards ce week-end après dans les airs, après avoir accordé 269 yards au sol face à Oregon. C'est vrai que la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un jeu au sol avec l'éclosion qu'on attendait quand même de Trevion Henderson, le freshman. Donc un jeu au sol qui est excellent, 316 yards ce week-end. Mais effectivement, dans le contenu, même dans les résultats, ne serait-ce que sur le terrain, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre qu'on place Ohio State devant Penn State qui a réussi effectivement une victoire face à Wisconsin en déplacement. Et une très belle victoire face à une équipe classée, Auburn, qui est une grosse équipe physique de la ACC. Sur le contenu, je suis plus rassuré parce que je vois de l'intensité physique de Penn State notamment,
et de la rigueur défensive de Penn State qui a été encore remarquable face à une équipe d'Auburn. Alors, une équipe d'Auburn pas toujours extrêmement inspirée dans le jeu aérien, mais qui reste une équipe très redoutable au sol, avec notamment Tank Bixby qui est vraiment étonnant. Et puis c'est une équipe qui semble avoir une grosse force mentale, hein, Penn State. Ils avaient résisté face à Wisconsin en semaine lors de la Week 1. Même chose face à Auburn, notamment en parvenant à bloquer les 4e tentatives. Donc je suis plutôt impressionné par cette équipe de Penn State. Sean Clifford, il fait le boulot, 28 sur 32 à la passe, c'est quand même assez étonnant. 280 yards, 2 touchdowns. Ils ont un excellent receveur aussi avec Jahan Dotson. Et puis au sol, il réussit aussi à, dans une espèce de rotation, d'avoir du punch aussi sur le jeu au sol. Donc vraiment, je suis plutôt impressionné par Penn State que par Ohio State depuis le début de l'année. Ouais, tout à fait. Quelques petits regrets quand même du côté d'Auburn avec des opportunités manquées. Alors tu soulignais notamment ce turnover on down en position goal line, mais ça pour le coup, la défense fait le boulot également. C'est vrai que le fumble par exemple de Kobe Hudson fait un peu plus tâche sur un trick play notamment qui a permis à Penn State de récupérer un certain momentum à ce moment-là. Mais c'est sûr que réussir à battre 2 équipes classées de la manière dont ils les ont battues, on peut toujours se dire oui, mais c'est que sur un score d'écart. Maintenant, c'est des matchs où en effet on sent que c'est tendu de bout en bout. Et c'est des matchs qui font extrêmement de bien pour la confiance et qui vont permettre à Penn State d'aller se rendre à Columbus avec un état d'esprit. Je dis à Columbus notamment, avec un esprit déjà un peu plus conquérant. Je disais que d'autres équipes avaient gagné. En l'occurrence, je vérifie si je dis pas de bêtises, mais Rutgers et Maryland c'est toujours invaincu également. Hein. Bon, Rutgers, j'y crois pas trop. Hein, ils ont pas eu un calendrier de fou non plus. Non, Maryland s'est fait très peur du côté d'Illinois, mais s'impose également. Ouais, avec un Tagovailoa Taulia qui commence à tourner sérieusement. Je pense qu'il est 7 touchdowns, 0 interception. Alors c'est vrai que Maryland n'a pas eu un calendrier extrêmement compliqué. C'était leur premier vrai test, contre une équipe qu'on considère comme être la moins bonne de la division Ouest. Mais ils s'en sont plutôt bien sortis avec effectivement une victoire. Avec, c'est ça, 32 sur 43, 350 yards et un touchdown pour Taulia Tagovailoa. Donc c'est plutôt intéressant pour Maryland qui effectivement avait, on le savait, on l'avait dit dans la preview, avait besoin absolument de gagner ses premiers matchs du mois de septembre, parce que le calendrier va être beaucoup plus compliqué, surtout que l'on voit que cette division Est va être peut-être beaucoup plus costaud que ce qu'on avait imaginé. Penn State, on vient d'en parler, Ohio State est toujours là, Michigan State et Michigan qui se mettent à courir et à être très très solides dans le jeu au sol. Maryland, faut pas qu'ils... ces matchs-là, il faut les gagner s'ils veulent s'assurer une place dans un bowl game à la fin de l'année. On est d'accord. Et puis au niveau de la division Ouest, peu de choses à retenir, à part peut-être la confirmation notamment d'Iowa, une des rares équipes de la division qui s'est imposée. En même temps, ils recevaient Kent State et Minnesota également qui se reprend bien en annihilant l'attaque de Colorado donc sur le terrain des Buffaloes. L'attaque de Colorado, on est un peu court niveau temps, mais un jour il faudra se pencher dessus parce que on avait dit que ce que Karl Dorrell avait fait l'année dernière, ça relevait de de la magie quoi. Une fois que le jeu au sol est éteint, comptez pas sur Brandon Lewis derrière pour mettre le feu. Parce que, on va quand même le dire, la stat est quand même assez hallucinante. 63 yards en attaque pour Colorado sur l'ensemble du match. C'est le plus petit total au niveau FBS depuis Kansas en 2017 face à TCU. Kansas avait réussi 21 yards ce jour-là. 63 yards en attaque. Moins 19 au sol. C'est beau. Non mais je pense que tout est dit. Fabuleux. On passe à la Big 12. Alors un enseignement principal. Alors juste pour planter un petit peu le décor, les principaux résultats à noter, parce qu'il y a eu beaucoup de scores fleuves au cours de ce week-end. Texas et Iowa State notamment qui se ressaisissent respectivement contre Rice et UNLV. Il y avait plus foufou pour se remettre dans le bain. Oklahoma, c'est pas dingue de nouveau, offensivement en tout cas on a connu mieux, mais ils arrivent quand même à maîtriser Nebraska 23-16. On va dire que pour l'instant ça gagne pour les Sooners. Ça se rassure également du côté de Kansas State, malgré la blessure de Skylar Thompson pour écarter Nevada et Carson Strong. Si tu veux développer sur un de ces sujets, Morgan, je te laisse le faire. Je vais juste planter le décor concernant Oklahoma State. Qui jouait l'un des matchs les plus attendus dans la conférence de cette semaine du côté de Boise State, avec notamment une fin de match extrêmement houleuse sur le Blue Turf
de l'Idaho, Oklahoma State donc qui menait notamment 21-20. Grosse polémique sur un fumble de Jalen Warren retourné pour un touchdown. TD finalement annulé puisqu'on estimait que le ballon, le joueur en tout cas, avait touché le sol avant de perdre le ballon, ce qui n'était pas le cas. Et derrière, Oklahoma State qui s'en remet comme souvent, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison, à sa défense ou à ses équipes spéciales pour assurer la victoire avec un field goal bloqué. On a eu un peu de mieux au niveau du jeu au sol, mais on a toujours une attaque aérienne notamment extrêmement délicate. Est-ce que tu vois cette équipe des Cowboys se réveiller notamment par l'intermédiaire de Spencer Sanders et de son attaque aérienne? Non. Pour être très franc, je vois pas la lumière chez Spencer Sanders dans le jeu aérien. Et ça m'inquiète beaucoup. On voit que ça fait quoi, 2-3 années maintenant qu'il a les clés de l'attaque des Cowboys. Et alors quand il avait un joueur comme Tylan Wallace, il s'en sortait à peu près. Là, on voit que on s'attendait, hein. Il y avait quand même du beau monde. Brennan Presley, notamment, était un receveur qu'on attendait beaucoup. Il est complètement inexistant sur ce match. C'est une réception seulement sur cette rencontre. Et on voit que, je pense que Mike Gundy le voit bien aussi. Sur cette rencontre, la distribution dans le jeu offensif est assez claire. 57 courses, 13 passes. Tout est dit. Tout est dit. Je pense qu'il voit à l'entraînement tous les jours de la semaine que le jeu aérien ne se met pas en place. Boise State n'avait pas la réputation d'être une équipe friable dans le jeu au sol, donc c'est plus par défaut et parce qu'ils ont joué. Ils se disaient qu'en passant dans les airs, ça allait être une catastrophe qu'ils ont fait le choix de jouer au sol. Donc ça va être compliqué pour cette équipe de tenir toute la saison uniquement par les exploits de Jalen Warren qui fait un très bon début de saison quand même, il faut le noter, plus de 200 yards notamment dans ce match-là. Oui, en tout cas, voilà, c'est son match référence depuis son arrivée à Oklahoma State. Il a fallu qu'il affronte une équipe de la Mountain West pour se rappeler qu'il affrontait Boise State il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Lui, l'ancien Iggy, mais en l'occurrence, oui, c'est sûr, du côté d'Oklahoma State, ça fait quand même le 3e succès, alors je crois même avec un score d'écart, hein, parce qu'il me semble que Missouri State et tout ça s'est joué tardivement. Ils s'en sortent vraiment bien sur ce match. Ouais, très clairement, parce que vraiment, certains se seront peut-être rappelés d'un Patriots Jaguars en finale AFC il y a quelques années de ça, où en effet on annule le retour. Je crois que c'est J.L. Skinner qui récupère le fumble pour aller marquer le touchdown, et où le coup de sifflet intempestif profite à l'équipe qui a commis le fumble. On peut avoir des regrets du côté de Boise, surtout que là, pour le coup, si je fais le comparatif avec les Broncos, après leur défaite à UCF en fin de match, dans un match qu'ils ont longtemps dominé, ça commence à faire un peu plus la grimace pour l'équipe d'Andy Avalos. Pour Oklahoma State, ça reste invaincu, mais très franchement, va falloir vite se remettre en condition avant les confrontations contre les équipes de la Big 12, parce que certes, il y a des équipes qui ont commis des écarts. On parlait de Texas, d'Iowa State notamment. West Virginia a aussi perdu depuis le début de la saison, mais très franchement, de ce qu'on voit en termes de contenu, notamment offensivement, si la défense des Cowboys commence à rompre légèrement, ça peut être un peu compliqué. Il y a un match important face à Kansas State samedi prochain, parce que c'est deux équipes qui semblent être des candidats pour la 3e, 4e place à peu près dans la conférence Big 12, donc ça peut être intéressant. On passe du coup, tu voulais dire quelque chose sur les autres équipes qui ont gagné? On peut passer au Group of 5 aux Indies. Oklahoma, on commence à s'inquiéter pour Spencer Rattler quand même, parce que... Oui, les deux équipes de Oklahoma, c'est pas standard. On s'attendait à mieux, il a du retard à l'allumage, en tout cas, lui qui était parmi les favoris pour le trophée S-Man, très clairement, c'est pas encore ça, depuis le début de la saison, et de manière générale, même l'attaque d'Oklahoma, qui était si explosive, les attaques de Lincoln Riley, on voit que y a des playmakers, mais ils semblent avoir de la difficulté à s'exprimer, et ils sont tombés sur une bonne équipe quand même, faut le dire, de Nebraska, et vraiment, notamment défensivement, on sait que c'est plutôt la défense qui permet à Nebraska de survivre depuis le début de la saison, mais ça a été encore le cas face à Oklahoma malgré la défaite. Mais c'est vrai que, tu vois, un joueur comme Marvin Mims, on attendait peut-être qu'il explose complètement cette année, le receveur des Sooners, c'est pas du tout le cas. On sait qu'il y a Mario Williams,
qui est là, Jadon Hazelwood également. Au sol, ils ont Eric Gray, Kennedy Brooks. Spencer Rattler fait à peine 200 yards à la passe dans ce match. Je trouve qu'on n'a pas encore vu cette équipe d'Oklahoma qu'on attendait avoir cette attaque explosive, et c'est pas du tout le cas pour l'instant. Malgré tout, ils ont un bilan de 3-0. Très bien, du coup on passe aux indépendants et au groupe of 5 avec notamment un petit parallèle, si tu me permets Morgan, Notre-Dame qui s'impose 27-13 contre Purdue. Nouvelle victoire un peu sur le tard quand même pour les joueurs de Brian Kelly pour vaincre le rival de l'État, avec encore un changement de quarterback du côté de Purdue, sinon c'est pas drôle. En parallèle, Cincinnati est en déplacement du côté d'Indiana dans l'un de ses principaux chocs de la saison, en tout cas dans les déplacements. Ça a longtemps été un chassé-croisé entre Indiana et Cincinnati, des Bearcats qui s'imposent finalement 38-24. Et pour en dire un gros merci notamment à Darian Beavers qui réalise pas mal de big plays en défense. Et du coup, on en vient presque à se demander, parce que hormis Indiana, l'un des gros chocs hors conférence, j'entends, de Cincinnati, c'était donc Notre-Dame du côté de South Bend. Est-ce que le favori est forcément irlandais? Je ne sais pas. pour être très très franc. Écoute, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je t'avoue. Oui, vas-y. Non, mais en tout cas, je vois. C'est vrai que du côté de Notre-Dame, alors c'est sûr qu'il y a cet orgueil. On sent que c'est une équipe qui baisse jamais les bras, en effet. Mais c'est vrai que du côté de Cincinnati, on sent un peu plus de capacité à appuyer sur l'accélérateur, à être capable de faire mouche sur n'importe quelle phase de jeu, parce que là, en l'occurrence, c'est vrai que même quand ils étaient moins bien, par exemple, il y a ce retour de coup de pied de Trey Tucker qui termine en touchdown. C'est vrai que du côté de Notre-Dame, et tu en avais déjà parlé, par moment, on a l'impression que les solutions sont un peu limitées. Ça va être un coup Kyren Williams, un coup Michael Mayer. Il y a des solutions, j'entends, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins fringant, et là-dessus je me demande si Cincinnati qui est classé numéro 8 au moment où on enregistre cette émission, déjà ça conforte le fait, bien entendu, cette victoire à Indiana, qui sont des gros candidats, ne serait-ce qu'à un bowl du Nouvel An, enfin en tout cas en tant que gros représentant du groupe of 5. Indiana, on l'a pas dit, mais prestation encore un peu en demi-teinte de Michael Penix au passage, oui, je trouve. 3 interceptions, ouais. Voilà, et très franchement, s'ils gagnent à Notre-Dame, j'ai du mal très concrètement à voir ce qui peut les arrêter d'ici la fin de la saison. Après, ils n'auront pas un calendrier simple en intra-conférence, je dirais SMU, UCF, Memphis ou à un degré moins de Tulane, faut aller, ce sera pas avec des promenades de santé, mais je commence à me demander si une victoire de Notre-Dame est pas un upset. Et j'anticipe un peu, c'est pas dès ce week-end a priori. Donc, sans vouloir redorer le blason de Notre-Dame, j'ai pas été si impressionné que ça par Cincinnati ce week-end, pour être très franc. J'étais très inquiet la première mi-temps, très 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 mauvais début de match de Cincinnati. Ils sont d'ailleurs menés 14-0 à 2 minutes de la mi-temps. Et vraiment, il y avait très peu de rythme, des turnovers qui étaient coûteux. J'étais même assez inquiet, je t'avoue. Et puis il y a ce targeting qui fait basculer complètement le momentum du match. Donc ce targeting de Micah McFadden qui est le meilleur défenseur a priori, en tout cas un des meilleurs défenseurs de l'équipe d'Indiana. Et à partir de ce moment-là, ça a complètement basculé. Alors c'est chapeau aux Bearcats de s'être raccroché sur cet événement de match, ce fait de match qui a fait basculer le momentum. Mais j'ai trouvé que effectivement j'ai plus retenu les erreurs de mental pour le coup et les erreurs d'exécution de Michael Penix que de la performance de Cincinnati sur ce match-là. Très très gros jeu aussi défensif de Darian Beavers, t'en as parlé. Je suis pas encore complètement convaincu par Cincinnati, je t'avoue. Je trouve que sur ce match-là, il y a un écart, ça finit 38-24, je crois. Oui, c'est un peu boursouflé sur la fin. Ouais, ça a été un chassé-croisé pendant très très longtemps. Exact. Et ça veut pas dire que je suis plus rassuré que ça par Notre-Dame, parce qu'effectivement, t'as bien résumé la situation. C'est une équipe j'ai comme l'impression qu'ils sont encore à la recherche d'une identité. Du côté de Brian Kelly, il voit bien qu'il n'y a pas les playmakers qu'il avait les dernières années, notamment au poste de quarterback.
Et on sent qu'il y a encore une hésitation. Est-ce qu'on va avoir un système de jeu assez conservateur où on va jouer beaucoup sur Michael Mayer, par exemple? Ça pourrait être un cas de figure. Est-ce qu'on préfère... Il y a quand même des receveurs seniors qui sont intéressants, notamment, qui ont une grande taille, donc ils pourraient jouer là-dessus. Je m'en trouve qu'il y a encore pas mal d'hésitation dans le jeu aérien de Notre-Dame. Par contre, défensivement, c'est une équipe qui monte en puissance, je trouve, à l'image d'un Kyle Hamilton qui a été encore... remarquable cette semaine. Il n'y a pas que cette interception. On en parlera dans le top 5 de oui, on risque d'en reparler. C'est pas juste l'interception qu'il fait à la fin de match, qui serait au niveau de la ligne de stats, c'est toujours intéressant, mais c'est sa contribution sur le terrain, c'est vraiment le général de cette défense, c'est assez spectaculaire. Tout à fait. J'ai juste oublié un petit point et après on enchaînera, mais Cincinnati a une bye week à venir avant de se rendre du côté de South Bend. Et ce week-end, Notre-Dame, c'est Wisconsin à Chicago. Bon, c'est sûr que au niveau de la préparation, ils vont peut-être pas arriver dans le même état physique au moment du match. On va dire qu'ils seront plus chauds du côté de Notre-Dame, mais ils ont encore quelques petits bleus aussi, je pense. Je pense aussi. Tant qu'on parle des équipes, tant qu'on parle de Cincinnati en l'occurrence pour la AC, il y a deux équipes qui ont marqué les esprits, c'est SMU et Memphis. Memphis, auteur d'un beau succès face à Mississippi State 31-29. On a toujours des matchs très spectaculaires de Mississippi State depuis le début de la saison. Même Memphis d'ailleurs, je crois qu'ils avaient mis 55 points à Arkansas State la semaine passée. Mm-hmm. Et on a l'action presque what the fuck de la semaine, celle d'SMU sur le terrain de Louisiana Tech, avec cette Hail Mary captée par Reggie Robertson à la dernière seconde, qui permet aux Mustangs de rester invaincus du côté de Louisiana Tech. T'as tout dit, effectivement. Memphis, c'est une équipe qui, on sait qui est laissée un peu sur le carreau avec l'expansion qu'on connaît là, donc avec les nombreux départs dans l'American League, mais c'est dans l'American Conference, mais c'est une équipe qui fait un bon début de saison, je trouve, du côté des Tigers. Tout à fait. J'en profite au passage sur la Mountain West. Je suis désolé, Morgan, j'ai pas mes lunettes. Je ne vois pas le leader de la division Mountain. Si, ça y est. C'est Utah State qui s'est imposé du côté d'Air Force 49-45. Et attention à Utah State, attention, la confrontation contre Boise arrive. Vous m'excuserez les fans des Broncos, mais je pense que j'aurais choisi mon camp. Bonne wagon, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est au niveau de la Mountain West, dans l'une des rares confrontations intra-conférence. Dans la Sun Belt, en l'occurrence, résultat important pour Coastal Carolina, qui s'est fait peur, mais qui s'impose du côté de Buffalo. Ça confirme également du côté d'Appalachian State, assez large vainqueur Dillon, programme de 1AA, et on recommande chaudement le Louisiana Monroe Jackson State, un récital offensif. Victoire 12-7 des Warhawks. Pour dominer tu te moques, mais ce match-là mettait un terme à une série de 18 défaites de Louisiana Monroe. Moi, je me moque parce que la semaine dernière, j'ai vu Jackson State qui jouait, alors je sais plus si c'était Florida A&M ou une équipe comme ça, et c'était déjà un match pourri offensivement. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est chaud. Le fils Sanders, apparemment, il a du mal à faire bouger les chaînes, mais bon, après... Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier, comme dirait l'autre. Non, après, c'est un bon prospect, mais bon, c'est pas. Pour l'instant, offensivement, ça vend pas du rêve, Jackson State. Du peu que j'en vois, c'est pas moi le spécialiste FCS dans la rédaction Buchanan. Quand même, c'est un peu chaud. Pas grand chose. Vas-y, tu voulais enchaîner. C'est pas le meilleur programme de la FCS. Regarde, la FCS réussit plutôt très bien cette année, puisque ils réussissent. Ils sont à quoi, 17 ou 18 victoires déjà depuis le début de la saison, ce qui rapproche, ce qui nous commence à nous faire penser qu'on va peut-être connaître une saison complètement fou, c'est 10 victoires contre des équipes FBS, et notamment, et donc le record c'est 16 en 2013, voilà, je l'avais noté. Donc la FCS, pas si mal. On ne tape pas sur la FCS, monsieur. J'ai pas parlé de Northern Arizona qui a gagné à Arizona, t'as raison. Et Incarnate Word qui a gagné contre Texas Tech. Oui, mais ça, je fais exprès de ne pas en parler. Dans la MAC, du coup, pas grand chose à dire. Juste la victoire convaincante de Wyoming face à Ball State, victoire 45-12. Les Cowboys qui se mettent en confiance, on va dire, dans l'optique des confrontations intra-conférences. Et puis je regarde rapidement au niveau de la CUSA, avec notamment la victoire plein d'aplomb de UAB, large succès du côté de North Texas 40-6. On a également la victoire de Florida Atlantic contre Fordham, programme de 1AA, et de UTSA contre Middle Tennessee pour les résultats importants dans cette conférence. Je regarde également au niveau des indépendants. Liberty s'est imposé contre Old Dominion. On a Army également qui s'est imposé contre Connecticut. Et BYU, on en a parlé tout à l'heure. Tes 3 matchs de la semaine, Morgan.
à revoir absolument Florida contre Alabama. Je pense que tu vas être quand même d'accord. À revoir aussi Penn State Auburn. Moi, j'ai trouvé match ultra intense. Et puis, peut-être si vous êtes vraiment, si vous aimez le jeu offensif, peut-être Virginia contre North Carolina. Ça peut être un beau programme si vous. Oui, tout à fait. Non, il y a des matchs assez sympas à voir. Le UCLA Fresno est assez cool. Ouais. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Si vous aimez le suspense, il y a UCLA contre et puis, si vous aimez les chasseurs de mouches dans le backfield défensif de UCLA, éclatez-vous. Hein. Franchement, je pense qu'il y a une belle collection à faire. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur les matchs de cette semaine. C'est parti pour la chronique draft. Ton top 5 de la semaine, Morgan, lequel est-il ? Alors, pas de changement en tête. Kevin Thibodeau, je commence à me poser des questions. Il joue pas, alors est-ce que c'est la prime à ne pas jouer ? Mais écoute, on rappelle qu'on n'a pas sorti Nick Bossa il y a 2 ou 3 ans de ça pour les mêmes raisons. Et on avait donc effectivement, on a l'impression qu'on risque de voir le même scénario. Bon, bref, Kevin Thibodeau, pass rusher donc de Oregon, toujours numéro 1. Petit changement, écoute, tu commences à me convaincre. Kyle Hamilton, c'est quand même quelque chose. Je t'avoue que là, la répétition des très très bonnes performances me font penser que d'abord, c'est un joueur du top 5 et je le fais monter à la place numéro 2 cette semaine. 10 plaquages, 2 pour perte, une interception ce week-end dans le match de Notre-Dame. Derek Stingley, je le laisse dans mon top 3. Il a fait un bon match cette semaine du côté donc, de LSU, 4 plaquages. Chris Olave a fait pas un très bon match ce week-end, tellement que si je me trompe pas, on l'a quasiment pas vu. Est-ce qu'il a été laissé au repos ? Je t'avoue que c'est une information que j'ai pas relevée. Mais en tout cas, bon, je le laisse dans mon top 5. J'avais mis Eden Washington. Écoute, Matt Corral, quand même, on n'en a pas parlé. Si, et certains on en parlait déjà la semaine dernière. Certains on en parlait la semaine dernière. Je veux dire, cette semaine on n'en a pas parlé, en tout cas dans le résumé de la semaine. Il est bon quand même. Ah bah, avec Golden Corral. On le savait. Il est très spectaculaire. Il a un très bon taux d'efficacité. Il semble avoir corrigé son problème d'interception. Écoute, il commence à se placer comme le meilleur quarterback de cette QV 2012 bien sûr, 2022. Mais bon, c'est sûr que j'attends encore de le voir face aux grosses défenses de la ACC, mais jusqu'à présent, écoute, il a une ligne de stats qui vraiment est assez impressionnante, et c'est pas uniquement une ligne de stats, c'est qu'on voit qu'il est très mature et qu'il semble prêt pour aller jouer dans la NFL la saison prochaine. Je le mets numéro 5 cette semaine à la place de Aiden Hutchinson. Très bien. Écoute, moi en numéro 1, j'ai donc Kyle Hamilton. Il n'y a pas de raison de le sortir bêtement et méchamment. En numéro 2, du coup, j'aurais tendance à te rejoindre et à quand même laisser Kevin Thibodeau pour l'instant, lui laisser le bénéfice du doute. Numéro 3, en effet, j'ai fait monter Matt Corral, qui était numéro 5 la semaine dernière et qui, en plus face à Tulane, qui, avait quand même exposé un petit peu les lacunes qu'on voit de Spencer Rattler depuis le début de la saison. Au moins, il s'est montré un peu plus au rendez-vous. Donc c'était, je pense, à mettre à son actif, même si la défense de Tulane n'est pas monstrueuse en soi. Numéro 4, du coup, je remets quand même Marvin Lille, defensive lineman de Texas A&M, et j'avoue que j'hésite un petit peu pour la position de numéro 5. Je vais laisser Van Neal, tackle d'Alabama, qui a quand même été pas mal en difficulté. Tu t'en parlais de la ligne offensive d'Alabama, ça n'a pas été toujours académique. Après, à mon sens, c'est pas le lineman d'Alabama qui a connu le plus de problèmes. Même si en face, il y avait un très très bon Zachary Carter en l'occurrence. Je lui laisse le bénéfice du doute, en effet, face à une défense qui a été un peu plus incisive, notamment en deuxième mi-temps. Je lui laisse la 5e place, toujours en ce top 5, mais c'est vrai que ça joue à un fil, et c'est parce que j'avais peut-être pas d'autres candidats vraiment sérieux à mettre dans mon quintet. Ton joueur de la semaine, pareil que c'est un attaquant et un receveur. On en a parlé très brièvement tout à l'heure, mais écoute, c'est un joueur qui monte en puissance et qu'on va probablement voir peut-être apparaître dans notre top 5 dans les prochaines semaines. Jahan Dotson, receveur de Penn State. Écoute, on l'avait vu, il a pris ses responsabilités lorsqu'il a été amené à succéder à KJ Hamler finalement dans le poste de receveur numéro 1 de Penn State. C'est un ancien coureur de vitesse en athlétisme d'ailleurs.
il avait participé au championnat nationaux au niveau lycée aux États-Unis. Écoute, c'est une machine à big play. Hein, littéralement, on l'a encore vu, une fantastique réception cette semaine à une main à un moment crucial du match en plus. Je pense que c'était sur un 3e down si je me trompe pas. Vraiment un joueur qui est très très précieux dans l'attaque de Penn State depuis 2 ans, je dirais. 17 yards par réception en carrière. Puis voilà, il a une énorme faculté de concentration. C'est ça qui est assez spectaculaire, et vraiment une maîtrise des espaces, notamment le long de la sideline. On le voit très régulièrement réussir à créer la séparation avec son défenseur. C'est assez spectaculaire, et il est explosif sur ses premiers pas. Voilà, ceux qui suivent la NBA connaissent le principe des hesitation moves. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment très déstabilisant pour les adversaires sur les premiers pas, et c'est un joueur qui va être extrêmement précieux. Il manque peut-être de puissance et de robustesse pour la NFL. C'est ça qui risque de le rattraper peut-être un peu, mais il a tellement des mains en or que je me dis qu'il peut trouver sa position, une équipe qui va réussir à bien l'utiliser dans la NFL. Je suis convaincu. En fait, il est dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que pour un joueur de son gabarit, donc c'est un receveur d'1m80, je pense que ce sera ni le plus rapide et le plus explosif du lot, ni le plus physique. Donc c'est vrai qu'il est dans un espèce d'entre-deux, ou dans les critères un peu basiques des scouts NFL, on va dire, ouais, mais il est où l'effet waouh en fait? Et c'est là où en effet je te rejoins totalement. Moi, c'est un joueur que je trouve assez sous-estimé par rapport à d'autres. Il était dans mes tout premiers receveurs avant le début de la saison, et je suis content de voir qu'il confirme le potentiel que je lui trouvais. Je rappelle qu'il est quand même mis à l'honneur dans le générique de l'émission, c'est quand même pas rien au passage. Hein. Absolument. Voilà, mais non, voilà, c'est un joueur avec un énorme potentiel qui est en effet en train de confirmer, parce que c'est un joueur en effet, comme tu le dis, démontre qu'il a les nerfs solides en toutes circonstances. Dans ce début de saison un petit peu compliqué de Penn State, voilà, même si offensivement c'est pas là où Penn State se distingue le plus depuis le début de l'année, c'est en tout cas lui qui est le fer de lance de cette escouade-là pour bonifier tout ce que peut faire tout ce que peut faire le programme de bien en défense. Donc voilà, je ne peux que te rejoindre, et c'est vrai que voilà, c'est cette espèce d'entre-deux qui risque de lui coûter cher un petit peu dans le processus draft. Mais oui, c'est un super talent en l'occurrence. Moi, je suis parti sur un défenseur un peu plus obscur de conférence américaine, le cornerback d'East Carolina, Jaquan McMillan. Redshirt sophomore, je crois, donc d'East Carolina, qui a notamment été précieux avec une interception au cours de ce week-end du côté de Marshall lors de la victoire des Pirates. Alors je sais que tu dis que je survends East Carolina depuis le début de la saison. Une victoire, ça y est, un joueur des Pirates en joueur de la semaine. Mais en tout cas, c'est un profil extrêmement intéressant. Là aussi, c'est pas le profil le plus athlétique du plateau. C'est un joueur relativement trapu, mais c'est un joueur qui a une excellente lecture, et c'est un joueur qui a un sens de l'anticipation et du plaquage qui est extrêmement intéressant. Donc je pense que vraiment dans l'optique de la NFL, ça peut être un joueur à suivre de très très près. Voilà, j'en fais pas un cornerback numéro 1 là, encore une fois c'est peut-être plus un profil un peu obscur, et je le répète, c'est qu'un redshirt sophomore de mémoire, donc il a largement le temps de s'aguerrir, mais voilà, on voit que c'est vraiment un joueur qui est déjà le taulier défensivement d'East Carolina. Certains diront que c'est pas difficile, mais que ça commence vraiment à être un des tout meilleurs défenseurs de l'AAC. Quand on sait qu'il y a par exemple des bons corners du côté de Cincinnati, je pense que c'est assez notable. Donc ça me paraissait important de le mettre à l'honneur, surtout dans une victoire coup près du côté de Marshall, qui reste quand même une bonne attaque malgré tout de Group of Five, et avec un succès acquis sur une interception à la dernière minute. On peut passer du coup au yearbook, Morgan ? Allez, c'est parti. C'est parti, direction la saison 2003. La saison 2003, donc on retrouve cette saison de college football avec notamment le dernier lauréat l'an passé qui était, ma mémoire me fait défaut, bien entendu, Ohio State. Ohio State, merci, vainqueur contre Miami. On attendait donc de savoir un petit peu comment allait se passer cette saison 2003, que je retrouve tout de suite mes rankings, que bien entendu j'ai perdu mes notes. Bah ça démarre, moi je les ai si tu veux. Donc ça... je les ai retrouvés. Oklahoma et Ohio State pour démarrer la saison. Oklahoma très bien armé, hein, je crois qu'on parlera de son quarterback un petit peu plus tard notamment. Miami, donc finaliste en titre, qui était classé numéro 3. On avait Michigan classé numéro 4 et Texas classé numéro 5. Texas quasiment chaque année dans le top 5 de pré-saison depuis le début des années 2000. Puis là, ils ont une équipe de jeunes joueurs qui vient d'arriver.
On sent qu'il y a une génération qui se met en place, hein, puisque le trio offensif, c'est Vince Young, Cedric Benson, Roy Williams. Du côté des Longhorns, ils sont tout jeunes à cette époque-là, ils sont sophomores si je me trompe pas. Donc on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train d'arriver du côté de Texas. Alors juste que je plante le décor, on va parler un petit peu de la polémique concernant la finale. Oklahoma est donc classé numéro 1. Les Sooners qui vont être l'équipe la plus fringante, hein, on va le dire, tout au long de cette saison. Voilà. Ils vont reprendre un petit peu le rôle de Florida à coller des tartes à tout le monde. C'est impressionnant là. Ouais, mais ce qui va leur coûter un petit peu cher, si je peux dire ça, même si ça leur coûtera pas la finale au terme de la saison. C'est qu'on est encore dans une espèce de polémique, ça contribue en tout cas à cette polémique en finale, c'est que pour la deuxième année en 3 ans, le finaliste du BCS n'est même pas le vainqueur de la division Big 12. Exact. Ça crée la polémique effectivement parce que Oklahoma a connu une saison régulière de folie en attaque. 3 résultats pour illustrer la saison des Sooners en 2003. Ils mettent 65-13 à Texas dans le Red River Showdown. 52-9 contre le voisin Oklahoma State. Et alors là, la perle, hein, les supporters des Aggies de Texas A&M ne veulent plus entendre parler de ce match. 77-0 contre Texas A&M. Voilà, c'est à peu près la saison de Oklahoma cette année-là. Et effectivement, tu viens de le dire, ils chutent en finale de conférence Big 12. Ils chutent face à Kansas State, mais j'aurais même tendance à dire ils chutent face à un joueur qui était en état de grâce ce jour-là, Darren Sproles. Allez voir le match sur YouTube si vous avez l'occasion. Et ils se font même taper en finale de la conférence Big 12, puisqu'ils perdent 35-7 ce jour-là. Ah ouais, une vraie raclée. C'est une vraie raclée, et plus rien ne fonctionnait pour le quarterback, donc Jason White, qui était le quarterback vedette de Oklahoma à l'époque. Et puis il y avait du beau monde autour de lui, hein. Kejuan Jones, alors ce sont des joueurs qui n'ont pas eu ensuite des carrières en NFL, mais qui à l'époque étaient vraiment dominants. Kejuan Jones au poste de running back, Mark Clayton, excellent receveur, et en défense il y avait notamment un linebacker, Teddy Lehman, qui avait gagné tous les trophées défensifs en 2003, qui n'a pas eu non plus une très grande carrière dans la NFL, mais voilà, une grosse équipe d'Oklahoma qui chute en finale de la Big 12, et effectivement ça nous amène donc à un scénario à 3. Oklahoma et les 2 autres larrons pour 2 places seulement en finale du BCS. C'est ça. Alors du coup, on a 2 programmes notamment qui vont commencer un petit peu plus bas dans le top 25. USC classé numéro 8. Hein. On avait dit notamment que USC pour la 2e année de Pete Carroll en 2002, ça avait bien grimpé dans la hiérarchie. Ouais. Mais je me demande s'il y avait c'était pas un Rose Bowl qu'ils avaient. Attends, je retrouve ça. Ouais. 2002. Là, ils ont gagné. Orange Bowl qu'ils avaient gagné contre Iowa, pardon. Ouais, tout à fait. Donc, et là, en l'occurrence, saison 2003 où tout va bien, parce qu'en l'occurrence, il y a eu le départ de Carson Palmer, on en avait parlé en NFL, mais il est remplacé par un certain Matt Leinart. Et on a également donc LSU classé numéro 14, là aussi en plein boom depuis l'arrivée de Nick Saban, qui a un petit peu de mal à confirmer, notamment dans des matchs un petit peu couperés, mais on a vu notamment qu'ils ont remporté. Alors, attends que je vérifie. Ils avaient perdu justement contre Arkansas l'année dernière en finale de conférence SEC. Et là, ils gagnent, ouais. Et là, ils gagnent contre Georgia, effectivement, 34-13. Une seule défaite contre Florida en milieu de saison. On se dit, à partir de cette défaite contre Florida, bon, c'est peut-être pas l'année encore de LSU, mais derrière, ils gagnent tous leurs matchs, notamment Auburn, etc. Et ils arrivent donc en finale de la SEC. D'ailleurs, ils ont battu, je pense, Georgia en saison régulière. Ils les rebattent en finale de conférence SEC, 34-13. Et avec une équipe qui, pourtant, a pas le quarterback le plus glamour de la conférence, Matt Moak, mais qui va les emmener très très loin. On va en reparler dans quelques instants. Et il commence quand même à y avoir une grosse équipe autour de lui, hein. Ouais. Déjà, je regardais le coaching staff du côté des LSU, faut préciser, hein, Nick Saban head coach, c'est Jimbo Fisher qui s'occupe de l'attaque et Will Muschamp en défense. Hein. Exact. C'est loin d'être des peintres en l'occurrence. Du côté de cette équipe de LSU. Donc, comme tu le disais, ça va se tirer un petit peu la bourre entre ces trois-là. On l'a dit, Oklahoma qui perd la finale de la Big 12 contre Kansas State, mais qui jusqu'à la dernière semaine est invaincu et même de la tête et des épaules. Ouais. Alors que du côté de USC et d'LSU, certes, on est champion de conférence, puisque USC en l'occurrence remporte la Pac-10
et LSU va remporter la conférence SEC, mais il y a ces défaites un petit peu compliquées en cours de saison. Alors c'est Florida pour LSU et c'est California, je crois, sur le terrain des Golden Bears. Et ça leur fait très mal. Ça leur fait très mal. En prolongation sur un field goal loupé, sachant qu'à California, il y a Aaron Rodgers, par exemple. Tout à fait exact. Et c'est vrai que cette année-là, la PAC 10 à l'époque n'est pas... connaît une saison difficile, un peu comme ils connaissent cette année, et effectivement, ça joue en défaveur de USC. Alors, situation très paradoxale, c'est que USC se retrouve classé numéro 1 de l'AP Poll à la fin de la saison régulière, mais au moment de passer dans la machine, dans les calculs par ordinateur, eh bien la faiblesse supposée de leur calendrier, qui est jugée plus faible que les deux autres, mais cette faiblesse va jouer en leur défaveur et ils vont se retrouver classés troisième, un peu à la surprise générale, laissant donc la voie à Oklahoma et LSU, qui vont donc s'affronter lors du final BCS. C'est assez surprenant de les voir quand même, USC premier de la PayPal et troisième du BCS. C'est controverse. Évidemment. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que le statut un petit peu atypique du Rose Bowl pendant toutes ces années-là a joué un rôle quand même. Je sais qu'encore une fois, c'est des calculs informatiques, j'entends. Mais ouais, le fait d'avoir toujours des équipes de la Pac-10 qui se retrouvent un peu pénalisées par rapport à des programmes de la Big 12, par exemple, tu te poses la question quand même sur les raisons qui font que, et là, en l'occurrence, si on avait eu... Alors, pour le coup, on aurait pu se poser la question, du coup, qu'est-ce qui aurait été le plus légitime? Est-ce que toi, tu as un avis? Tu aurais plus été sur un USC LSU ou sur un USC Oklahoma? USC LSU, si tu prends les vainqueurs de conférence. C'est sûr que oui. Étant donné que ça se joue avant tout sur le terrain, je serais plus allé vers un LSU USC. Sachant qu'Oklahoma, la saison régulière, on peut pas non plus l'écarter. Ils ont été tellement dominants, c'était impressionnant. Donc, ça aurait été LSU et USC, effectivement. Alors, parle-nous un petit peu de cette finale, justement, entre LSU et Oklahoma State. Parce qu'en l'occurrence, tu l'as dit, donc USC va jouer le Rose Bowl contre Michigan et le gagner. Oui. En l'occurrence, LSU Oklahoma, donc cette finale qui s'est tenue à l'occasion du Sugar Bowl à la Nouvelle-Orléans en plus. Ouais, à domicile. Ça rappelle des souvenirs avec quelque chose qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. Donc LSU reçoit, on va dire, à domicile Oklahoma, donc en qualité de numéro 2 contre Oklahoma classé numéro 3. Et un peu à l'image de leur saison, en tout cas de leur dernière ligne droite, c'est aussi la défense qui va faire le boulot en faveur des Tigers. Exactement, parce qu'ils vont mettre vraiment une pression énorme pendant 60 minutes sur l'attaque d'Oklahoma, un peu comme l'avait fait Kansas State en finale de la Big 12, et très mauvaise soirée pour Jason White ce soir-là, 13 sur 37, 102 yards à la passe, 2 interceptions, aucun touchdown, c'est vraiment, on n'a pas du tout retrouvé le Jason White dominant qu'on avait en saison régulière, et effectivement, la défense de LSU a été remarquable. Il y a notamment eu un pick six de celui qu'on voit régulièrement à la télé en ce moment, Marcus Spears, qu'on voit assez souvent sur SEC Network. Ouais, sur SEC Network, exactement, qui avait réussi un pick six dans ce match qui avait donné une avance 21-7. Et d'ailleurs, Oklahoma va rester vraiment dans le match essentiellement grâce à un punt bloqué qui a ramené le score à 7-7 en fin de première mi-temps, si je me rappelle bien. Mais de manière générale, ça a été une domination athlétique et dans l'exécution de LSU, qui n'a pas fait un match non plus énorme, mais suffisamment bon pour prendre une avance 21-14. Alors il y a quand même eu un dernier drive des Sooners qui aurait pu peut-être envoyer le match en prolongation, mais il y a encore eu une superbe défense de LSU avec une grosse pression sur Jason White. Mais de manière générale, on n'a pas vu du tout l'attaque des Sooners qu'on avait vu tout au long de la saison. Et donc 43 ans après, comme tu le disais, 43 ans après le titre de 58, LSU est sacré champion national du BCS, mais co-champion, puisque USC restera quand même le champion de la PayPal cette année-là. Et juste pour information, il y a quand même un fait assez notable, ce que je dis, ça rappelle des souvenirs avec une campagne pas si lointaine que ça. Il faut rappeler qu'LSU, c'est 4 titres nationaux, 58, 2003, 2007, 2019. Les 4 titres ont été gagnés au Sugar Bowl. Enfin, au Superdome, en tout cas, de la Nouvelle-Orléans, j'entends.
Donc voilà, c'est assez notable. Bon, certains diront c'est l'avantage de jouer la finale à domicile. Mais sur l'occurrence, on voit que quand LSU a des belles équipes, ils vont souvent au bout. Donc voilà, qu'on retourne donc au sommet plus de 40 ans après pour les Tigers. Tant qu'on parle des autres formations sur le devant de la scène, au cours de cette année 2003, il y a 2 programmes dont on peut peut-être sur lesquels on peut peut-être s'inquiéter un peu plus. À des degrés différents. Miami, tout d'abord, qui va connaître une deuxième partie de saison un petit peu compliquée, un peu symbolisée par la gueulante de Kellen Winslow, notamment le tight end contre Tennessee. Et puis Notre-Dame également, qui avait connu une bonne première année pour Tyrone Willingham en 2002 et qui s'écroule totalement en 2003. Exactement. Alors, commençons par Miami. C'est vrai qu'il y a quand même des victoires contre Florida et Florida State. 2 victoires contre Florida State, d'ailleurs, cette année 2003, puisque Miami va gagner l'Orange Bowl contre Florida State, mais il y a ces 2 défaites inhabituelles face à Virginia Tech et Tennessee. Et puis effectivement, on voit que la génération dorée est un petit peu moins dorée. On a par exemple un Brock Berlin au poste de quarterback qui fait moins rêver que ses prédécesseurs. Oui, puis, qui n'est pas assez mur, oui, c'est sûr. Ouais, exact. Puis il y en a encore, il y a encore Frank Gore, il y a encore Kellen Winslow. On a toujours en défense Vince Wilfork et Jonathan Wilma, mais il y a Sean Taylor aussi entré le rôle d'ailleurs dans le backfield défensif, mais on sent que c'est une génération qui arrive à sa fin, et ce sera confirmé d'ailleurs dans les années suivantes. Du côté de Notre-Dame, effectivement, il y a eu un changement donc de coach avec effectivement un contre-coup. Tyrone Willingham n'a pas réussi à garder ce programme parmi l'élite, on va dire, du pays. Ils étaient classés 19e en pré-saison, mais derrière, ça va être... ils ont bien démarré, d'ailleurs, une belle victoire contre Washington, mais derrière, ça va être compliqué. 6 défaites sur leurs 7 matchs suivants. Et face aux équipes, voilà, ils auront un gros calendrier quand même, parce qu'ils perdent contre Michigan State, Purdue, USC, Florida State et Boston College. Un bilan de 5-7. Et pourtant, cette année 2003, ce sont les débuts de Brady Quinn au poste de quarterback. Il aura un peu plus de succès dans les années qui vont suivre. Paraît-il. Un petit mot également pour terminer, avant qu'on termine sur les dernières news liées au Yearbook 2003. Un petit mot d'Ohio State, le champion en titre, un peu plus en retrait au cours de cette année. Une année notamment marquée par les soucis académiques de son joueur vedette, Maurice Clarett. C'est l'implosion de Maurice Clarett qui se fait virer juste avant le début de la saison 2003. Alors un scandale académique, une enquête du New York Times a mis en lumière le fait qu'il n'a jamais mis les pieds en classe au cours de sa première année à Ohio State. Plus grave, certains résultats de ses examens ont été falsifiés. En tout cas, il a été bien aidé pour les avoir. Du coup, ça passe pas, il se fait renvoyer, puis on va tomber dans une bataille judiciaire avec la NFL notamment, puisqu'il va demander à être éligible à la draft 2004, bien qu'il n'ait pas suffisamment d'années en NCAA. Finalement, il ne gagnera pas cette bataille face à la NFL, il se présentera en 2005, et ça restera un des gros flops, ou en tout cas voilà, un gros potentiel qui n'aura jamais réussi à éclore comme il aurait dû, et ensuite il aura des problèmes d'alcool, de dépression, qui vont ruiner une carrière qui s'annonçait prometteuse. Il y a quand même les Broncos qui ont eu un 3e tour sur lui. Les mecs ont senti le bon coup. Ouais, non, il était pas prêt. Il était juste pas prêt pour aller jouer dans la NFL, quoi. Tout à fait. 2 petites infos pour finir pour cette année 2003. Tout d'abord, un petit mot concernant la conférence SEC. On parlait de Miami. Il y a une extension notamment qui concerne la conférence. Et puis, tant qu'on parle des conférences, il y a pas mal de plus petites conférences, on va dire qu'on pourrait appeler le Group of Five de l'époque, qui commencent à se rebeller sérieusement à l'échelon national. Effectivement, 2003, c'est l'année des négociations entre l'ACC et plusieurs équipes de différentes conférences. L'objectif, c'est de passer de 9 à 12 équipes avec 2 divisions. Alors, il y a une équipe qui attire beaucoup, évidemment, c'est Miami, mais aussi on veut s'attacher les services, on veut que Syracuse vienne rejoindre l'ACC, un gros programme de basket notamment. C'est pas ce qui va se produire, puisque les 3 élus vont être Miami, c'est vrai, mais les 2 autres vont être Virginia Tech et Boston College. Finalement, Syracuse sera laissé sur le carreau. Et effectivement, c'est un peu l'année de la rébellion dans des petites conférences, parce qu'aujourd'hui, on est très habitué à voir des victoires des équipes du Group of Five contre les équipes donc, du Power Five. C'était moins le cas jusqu'à la fin des années 90 et début des années 2000. Et là, 2003, on sent qu'il se passe quelque chose. On voit notamment Northern Illinois qui va battre Maryland, Alabama et Iowa State cette même année-là. Cette même année.
Marshall qui va battre Kansas State, qui va être le futur champion donc de la Big 12, on vient d'en parler. Et il y a aussi une défaite notamment de Pittsburgh, avec un receveur pas mal, je crois, du côté de Pittsburgh, qui va être battu du côté de Toledo. En tout cas, on avait rarement vu autant de victoires des petites confs contre l'élite. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, évidemment. Un petit joueur pas mal, on parle bien sûr de Larry Fitzgerald, dont on reparlera tout de suite. Parce qu'on va parler du S-Man pour la draft 2004. Oui, alors déjà, oui, il y a le S-Man dont tu parlais tout à l'heure. Alors pour le coup, on a surtout mis en avant des prestations un petit peu compliquées de sa part. Mais en l'occurrence, comme un symbole, c'est le quarterback d'Oklahoma qui obtient le trophée S-Man. Ah, parce qu'il a des stats hallucinantes. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur ces 2 défaites face à Kansas State en finale de la Big 12. Et sa contre-performance en finale. Ça compte plus, les votes étaient déjà bouclés. Et ben voilà, exactement. Et les votes étaient déjà bouclés, puis les 12 matchs qu'il a effectués en saison régulière ont été vraiment, vraiment impressionnants. Et donc c'est tout à fait naturellement... Pas naturellement, il y a eu quand même, au vote, il y a eu débat entre lui et donc Larry Fitzgerald, le receveur de Pittsburgh, mais c'est donc Jason White qui va être élu S-Man Trophy 2003. Il n'aura pas du tout de carrière NFL, en tout cas du côté de Jason White. Ouais, tout à fait. Il finit devant Darren Sproles, non? C'est cette année-là? Ouais, Darren Sproles finit 5e. En numéro 3, il y a Eli Manning, bien sûr, le quarterback de Ole Miss qui finit numéro 3. Et numéro 4, Chris Perry, le running back de Michigan, qui a été vraiment très spectaculaire aussi cette année-là. Darren Sproles, donc, finit 5e. Très bien, très bien. On passe à la draft du coup avec quelques noms intéressants, quelques joueurs notamment qui étaient présents dans le quintet du trophée Heisman. Une classe qu'on connaît beaucoup, notamment par l'intérieur, tes 3 premiers quarterbacks, Morgan. Ah bah écoute, un premier tour costaud je trouve. Hein, on a été un peu désagréable les dernières émissions. Surtout toi, tu peux le dire. Oui, surtout moi. Là on a 15 Pro Bowlers et probablement plusieurs futurs Hall of Famer. Une draft qui a été marquée par, on va revenir sur les quarterbacks tout de suite, mais une draft qui a été marquée par 7 receveurs draftés au premier tour, c'est un record. Et il y a eu d'autres records lors de cette draft 2003, puisqu'on a 6 joueurs de Miami draftés au premier tour. Alabama va égaler le record pas plus tard qu'en 2021. Et on a 14 joueurs de Ohio State draftés lors de cette année 2003 de la draft. C'est encore un record au niveau de la NFL. Alors si on revient au quarterback, évidemment, 3 quarterbacks, dont 2 d'ailleurs joue encore, pardon. On a Eli Manning, donc Ole Miss, qui part du côté de San Diego. On sait qu'il va être échangé ensuite chez les Giants. On a Philip Rivers, donc le quarterback de NC State, drafté par les Giants, qui lui donc va aller faire le chemin inverse aller du côté des Chargers. Et on a Ben Roethlisberger, le quarterback de Miami, Ohio, drafté par Pittsburgh. Ouais, grosse année 2003 du côté de Miami, Ohio, qui va permettre justement aux Red Hawks de remporter le titre de conférence MAC, si je ne me trompe pas. Exact. Vas-y. Tout à fait. Mais il y a un autre quarterback qui est drafté au premier tour. Alors attends, il taquine, du coup, un autre quarterback. Buffalo. JP Losman. Buffalo, on fait fort cette année-là. JP Losman, quarterback de Tulane, ça, je l'ai presque oublié. Buffalo aussi, ils l'ont oublié, je pense. Mais effectivement, on va lui donner sa chance dans les années qui vont suivre, mais non, ça marchera pas. Ouais, rapidement benché par c'était Trent Edwards, je crois, à l'époque, si je me rappelle, à la fin des années 2000. Mais ouais, JP Losman, grosse déception en l'occurrence. En plus, il le récupère sur un trade, je crois, avec Dallas. Avec Dallas, ouais. Donc c'est bon, c'est les choix un petit peu farfelus de Buffalo. Je ne suis pas du genre à dénigrer la dynastie des Patriots, mais voilà, c'est aussi ce qui a longtemps permis aux Pats de régner en maître sur la FCS. Donc voilà, ce type de choix un petit peu what the fuck, incarné par les Buffalo Bills en l'occurrence sur ce choix-là. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas été extrêmement inspirés. Pour les receveurs, alors Larry Fitzgerald en effet de Pittsburgh, qui sort en 3e choix par les Cardinals. On peut s'étonner quand même du 2e choix d'Oakland, Robert Gallery, tackle d'Iowa, qui était un très bon tackle du côté des Hawkeyes. On rappelle que c'est des bonnes années d'Iowa ces années-là. Mais voilà, ça n'a jamais été le left tackle dont on attend. Je crois qu'il a fini garde en NFL de mémoire. Ça a été compliqué pour lui, ouais. Voilà, effectivement. C'était un garde assez banal en NFL au bout du compte. Il a avant tout servi à amuser
la galerie. Et pardon. Et du coup, voilà, sur les autres receveurs que tu citais, notamment parmi les 7, on a le seul joueur d'LSU drafté au premier tour, en l'occurrence, parce qu'on a parlé de Mark Clayton d'Oklahoma, et il y a Michael Clayton qui est drafté au premier tour, donc receveur d'LSU du côté de Tampa Bay. Et puis je regarde un petit peu sur les autres choix intéressants, parce qu'on s'arrête beaucoup sur les receveurs et les quarterbacks. Vince Wilfork, quand même, nos tackle de Miami, qui a été aux Patriots. Steven Jackson, prêt à prendre la suite de Marshall Faulk du côté de Saint-Louis en provenance d'Oregon State. Et puis concernant les Pro Bowlers, on a également Jason Babin, qui s'est plus distingué, je crois, du côté des Titans, mais qui à l'époque avait été drafté par Houston. Et puis également la paire de receveurs d'Ohio State, Michael Jenkins à Atlanta et Chris Gamble, reconverti cornerback, parce qu'on rappelle qu'il jouait sur les deux postes, reconverti donc cornerback du côté de Carolina. Un petit peu plus loin, on a quand même, je parlais d'Iowa, on a un petit Bob Sanders du côté d'Indianapolis au deuxième tour. Joueur très petit, mais ô combien intimidant. Qui gagnera un Super Bowl avec les Colts, si je me trompe pas d'ailleurs. Tout à fait, oui, je te confirme. Un petit peu plus loin, j'avais vu un petit Chris Cooley, tight end de Utah State, qui sera drafté par Washington. Tout à fait. Très très bon joueur, très très bon receveur. Après, Jared Allen, 4e tour en provenance d'Idaho State, programme de 1AA à l'époque, drafté par les Chiefs de Kansas City, qui jouera après du côté de Minnesota. Ouais. Un joueur que j'aime beaucoup, Michael Turner, au 5e tour, running back de Northern Illinois, drafté par San Diego, mais qui aura une belle carrière du côté des Falcons. Et puis je pense qu'on peut regarder un petit peu sur les non draftés. On a Jason Peters dans les non draftés, tackle d'Arkansas, pris par Buffalo quand même. Ils n'ont pas fait que des conneries. Et puis je suis sûr que ce joueur t'a beaucoup plu. Alors on a Willie Parker, running back de North Carolina, sélectionné par les Steelers, qui aura un rôle décisif notamment dans le Super Bowl 42 gagné par les Steelers contre Larry Fitzgerald. Ouais. Et puis Wes Welker, également receveur de Texas Tech, qui atterrira du côté des Chargers, mais qui se révélera en NFL, notamment du côté des Patriots, après un petit passage par Miami de mémoire. Exactement. On a fait le tour sur ce Yearbook 2003. Morgan, on peut terminer dès à présent avec la preview de la semaine 4. C'est parti. La preview de la semaine 4 avec 2 confrontations importantes, notamment entre équipes classées. Du coup, tu vas pouvoir peut-être me donner ta préférence, Morgan. On a donc d'un côté le duel entre Wisconsin numéro 18 et Notre-Dame classé numéro 12. Et puis on a également le classique d'Arlington entre le numéro 16 Arkansas et le numéro 7 Texas A&M. Qu'est-ce que tu assures avec le plus d'attention ? C'est certain que le Arkansas Texas A&M est quand même super intéressant, parce que peut-être qu'avec Arkansas, on a une nouvelle équipe dans la SEC West qui peut venir aller embêter Alabama, notamment avec son jeu au sol. Et j'ai vraiment très très hâte de voir cette confrontation entre le jeu au sol d'Arkansas, qui, on rappelle, a littéralement détruit Texas la semaine dernière, et la défense de Texas A&M qui, en tout cas, se prétendait être l'une des meilleures du pays. Donc ça va être très très intéressant. Je m'attends pas à un shutout dans ce match entre Arkansas et Texas A&M. Et on a 2 jeunes quarterbacks qui n'ont pas l'habitude d'aller gagner les matchs avec le jeu aérien. On parle bien sûr de KJ Jefferson du côté donc de Arkansas, et Zach Calzada qui est le deuxième quarterback du côté de Texas A&M. Donc je suis vraiment intéressé de voir si Arkansas va confirmer son excellent début de saison face à Texas A&M, et on a hâte de voir aussi si Texas A&M va résister face à une bonne équipe d'Arkansas. Ouais, t'as tout dit. Globalement, c'est vrai que A&M qui a concédé que 17 points, je crois, en 3 matchs depuis le début de la saison, même s'ils n'ont pas affronté que des foudres de guerre. On a parlé de Colorado tout à l'heure. Ils vont être sérieusement testés quand même du côté d'Arkansas. Ça peut être une première répétition intéressante, justement, dans l'optique du match face à Alabama, que tout le monde scrute un petit peu fébrilement du côté de College Station. Donc ça va être intéressant à suivre. Et puis si j'anticipe un petit peu sur le Wisconsin Notre-Dame, je serais forcément curieux de voir ce que ça va donner dans les tranchées. Et il y a ce petit match-up également extrêmement intéressant entre Jake Ferguson et Kyle Hamilton notamment. On sait que le fait que Penn State ait stoppé le tight end de Wisconsin, ça avait posé beaucoup de problèmes aux Badgers. À mon avis, Notre-Dame a quand même la
capacité de réaliser la même performance et de pousser Graham Mertz peut-être à forcer un petit peu le truc, même si on rappelle qu'entre-temps, Jalen Berger est revenu et qu'on a vraiment un monstre à 3 têtes dans le backfield offensif de Wisconsin et que ce sera forcément quelque chose à prendre en compte du côté de Notre-Dame, avec notamment un J.D. Bertrand très, très prolifique depuis le début de la saison et qui devrait être pas mal épaulé pour réussir à stopper durablement ce jeu au sol des Badgers. Effectivement. Je donne le programme rapidement, je vais essayer de pas me tromper, cette fois-ci ce sera bien. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin, on aura donc la confrontation entre Appalachian State et Marshall. Dans la nuit de vendredi à samedi, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant? Un petit Virginia Wake Forest éventuellement vous proposer à 1h du matin. Liberty en déplacement du côté de Syracuse, ça ce sera à 2h. Et on aura Fresno State donc désormais intégré au top 25 en sa qualité de numéro 22 qui recevra UNLV, ça ce sera à 4h du matin. Pour le programme de samedi soir, à 18h française, donc on aura le déplacement de Georgia du côté de Vanderbilt, Penn State qui recevra Villanova, on aura Mississippi State contre LSU et on aura également la fameuse confrontation donc entre Wisconsin et Notre-Dame, donc ce sera dès 18h à ne surtout pas manquer. Un petit peu plus tard, à 18h30, Miami qui est en train de se reprendre contre Central Connecticut, programme de 1AA. Coastal Carolina à 19h qui recevra UMass. On aura un petit peu plus tard, à 21h30, Iowa qui recevra Colorado State. Clemson en déplacement du côté d'NC State. Attention pour les Tigers. Ouais, ça pue l'upset alert. Ah oui, l'upset alert a plané là, ouais. Iowa State en déplacement à Baylor. Upset alert à 21h30 toujours. Non. Je pense pas. D'accord. Baylor qui s'est baladé à Kansas, hein, je l'ai pas dit. Baladé à Kansas. Michigan qui affrontera Rutgers, ce sera à 21h30 également. Et donc à 21h30, la rencontre dont on parlait il y a quelques secondes entre Arkansas et Texas A&M. À 22h, Auburn recevra Georgia State. Un petit peu plus tard, à minuit, on aura le déplacement de UCLA du côté de Stanford. Duel assez intéressant au niveau de la Pac-12. À 1h du matin, Florida recevra Tennessee dans un classique toujours haletant entre les deux programmes avec souvent des fins de match à rebondissement. Pas sûr que ce soit le cas cette année, mais à suivre quand même de près. À 1h du matin, toujours, Michigan State qui recevra Nebraska. Kansas State, t'en parlais tout à l'heure, en déplacement du côté d'Oklahoma State. Donc, possible upset alert, on ne sait pas trop pour qui sera l'upset. Parce qu'en l'occurrence, c'est Kansas State qui est classé sur ce match-là. À 1h30 du matin, Alabama qui recevra Southern Miss. À la même heure, Oklahoma qui recevra West Virginia. Attention, match piège également pour le programme de Norman. Tout à fait. 1h30 toujours, North Carolina en déplacement à Georgia Tech et Ohio State qui recevra Akron. À 2h, un petit Tulane UAB éventuellement qui peut être sympa à suivre au niveau des programmes du Group of 5. À 3h30 du matin, Washington qui reçoit California. Et puis à 4h15, on aura BYU contre South Florida. À 4h30, Oregon contre Arizona. Avant la suite et la fin de la Pac-12 After Dark. À 4h30, USC, Oregon State et Arizona State, Colorado. Les 3 pronostics de la semaine, Morgan, on commence avec NC State, Clemson. Du coup, est-ce que tu joues clairement l'upset? NC State. Eh ben, j'y vais avec Clemson de mon côté. Quand même. Il y a une solide défense, hein, malgré tout. On a tendance à beaucoup s'arrêter sur l'attaque à raison, mais la défense peut être dissuasive. Et voilà, pour l'instant, je ne sais pas, la prestation du Wolfpack m'a pas impressionné du côté de Mississippi State. Donc, je reste encore un petit peu sur ma faim par rapport à sa match numéro 2, Wisconsin-Notre-Dame, du côté du Soldier Field des Chicago Bears. Notre-Dame. La revanche, Jack Cohen contre son ancienne équipe Wisconsin. J'aurais tendance, alors du coup, Golden Graham et Jack Cohen quand même, mon cœur balance, mais non, j'aurais tendance à y aller sur Notre-Dame sur ce match-là. Et puis match numéro 3, donc le Arkansas-Texas A&M, qui repart du AT&T Stadium des Cowboys en vainqueur. Arkansas. J'y crois. Je suis inquiet de l'attaque de Texas A&M. Ils se sont un peu rassurés ce week-end, mais... Bah ouais, Calzada, ça m'a pas vendu du rêve, même contre New Mexico. Même contre le Gonzaga. J'y vais avec Arkansas également de mon côté. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette 3e semaine de saison régulière. Je te remercie Morgan en tout cas d'avoir été en ma compagnie. Juste dans les rencontres que j'ai oubliées, à 18h samedi, il y a quand même Utah State, Boise State. Vous m'excuserez Boise, hein, aiguise à fond. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc, je le disais, la semaine prochaine pour la 4e semaine de saison régulière. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres ici au programme. Salut à tous. Salut à tous.